Sur votre site web, il n'y a pas de science exacte. La meilleure méthode pour savoir ce qui marche le mieux pour votre audience est de tout tester, le design comme le texte. Et bonne nouvelle, ce type de test est très facile à faire. Comment ça marche? Imaginez une copie de votre page. Elle est identique à l'original à l'exception d'une variation. On va mettre ces deux pages en compétition et comparer leurs résultats. Et les différences dans les résultats vont donc s'expliquer par cette variation. Dans cette formation, on va voir des expériences concrètes qui répondent à des questions qu'on s'est tous posées à un moment ou à un autre pour nos sites web. Dans les années 50, le statisticien William Deming disait ceci: sans données, vous n'êtes qu'une personne de plus avec une opinion. Si vous êtes d'accord avec lui et que vous aimez prendre vos décisions basées sur vos données plutôt que sur l'avis de tout le monde, alors cette formation est pour vous. Dans la suite de cette vidéo, je vous donnerai les bases de l'A/B testing avec une expérience simple et concrète. Pour plus de détails, je vous laisse en lien dans la description la version complète de cette formation dans laquelle on fait d'autres expériences, comme par exemple sur la couleur d'un bouton de don pour savoir quelle est la couleur qui rapporte le plus de dons. Vous aurez droit à 1 heure supplémentaire de contenu exclusif. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Donc vraiment, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Voici les 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi Google Optimize pour faire des tests A/B. Tout d'abord, parce qu'il s'intègre très facilement avec tous les autres outils d'analyse de Google, comme Google Analytics ou Google Tag Manager. Ensuite, contrairement à Facebook Ads ou AdWords, qui vous permettent de faire des tests sur votre système d'acquisition d'audience, avec Optimize, vous allez pouvoir tester le comportement de vos utilisateurs une fois arrivés sur votre site, là où l'étape finale de votre conversion d'audience a lieu. Et enfin, parce qu'il est gratuit, pas besoin d'obtenir l'approbation d'un budget. Vous pouvez dès aujourd'hui l'installer et le tester. Commençons maintenant la partie concrète de ce cours et voyons comment installer Optimize sur votre site. Il y a 2 façons de faire. Vous pouvez soit insérer directement votre script dans votre code source, ce qui est ma façon préférée de faire, ou sinon le faire par Google Tag Manager. J'aime un petit peu moins cette façon et je vous expliquerai pourquoi. Mais pour l'instant, allons déjà créer notre compte Google Optimize et récupérer un identifiant. Pour cela, connectez-vous sur votre compte Google et allez sur optimize.google.com. Donc si c'est la toute première fois que vous y allez, vous aurez cette étape et vous devez cliquer sur Premier pas. À vous de voir quelles sont les communications que vous souhaitez recevoir. Pour ma part, je vais mettre Non à tout et je vais cliquer sur Suivant. Le pays, on va lui dire que je suis en France et on va cocher ces 3 cases. Pour les conditions d'utilisation, cliquez sur OK. Et voilà, c'est configuré. Nous avons créé notre premier conteneur. Et c'est à l'intérieur de ce conteneur qu'on va créer ce qui s'appelle des expériences. Mais avant ça, il faut qu'on aille dans les paramètres. Et nous avons 3 choses à faire. Tout d'abord, nous connecter à Google Analytics, installer l'extrait d'Optimize, soit par le script directement sur le code source, soit par Google Tag Manager, et installer l'extension de Chrome. On va commencer par ça d'ailleurs. Installer l'extension, afficher l'extension, ajouter à Chrome, ajouter. Voilà, c'est fait. Je vais pouvoir fermer. Maintenant, allons associer à Analytics. Donc bien sûr, il est nécessaire que votre compte Google soit celui qui ait les accès à votre compte Google Analytics. Et vous allez sectionner ici la propriété Google Analytics correspondant à votre site. Et cliquez sur Associer. Donc maintenant, pour l'installation de l'extrait. La première méthode qui consiste à copier ce script et l'insérer dans le header de toutes vos pages. Pour faire ça, le plus simple est encore d'avoir accès à un logiciel de FTP vous permettant d'accéder à votre serveur et d'aller modifier à la main ce fichier. Donc si, comme beaucoup de personnes, vous êtes sur un site WordPress, il vous faut aller dans le répertoire WP Content, thème, le nom de votre thème, et dans le fichier qui s'appelle header.php. C'est très souvent ce nom qu'il a dans tous les thèmes. Donc vous l'ouvrez avec votre éditeur de texte préféré, et là dans le code source, vous allez repérer où commence votre balise head. Donc elle commence ici pour moi, et je vais y placer ici mon script. J'enregistre. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça quand on a un accès FTP. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Je vais commencer par enlever ceci, enregistrer, et on va aller le faire par Tag Manager. Je vais ouvrir mon Tag Manager, tagmanager.google.com. Alors bien sûr, on part de l'idée que vous avez bien un Tag Manager configuré. Et je vais me placer sur mon conteneur. Et on va aller dans les balises.
Comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose. J'ai juste une balise correspondant à Google Analytics que j'ai installée par Google Tag Manager, comme vous le voyez. Et je vais ici ajouter une nouvelle balise. Je clique là, configuration de la balise, et je vais aller chercher Google Optimize. Je vais d'ailleurs l'appeler déjà Google Optimize. Et je reclique dessus. Et l'ID du conteneur Optimize, je vais aller le chercher dans les paramètres de mon conteneur sur la page de Google Optimize. Il se trouve ici. C'est ça que je vais coller ici. Maintenant, je vais aller dans Paramètres avancés et je vais mettre Option de déclencheur de la balise sur une fois par page. Je clique sur Enregistrer. Il n'y a pas de déclencheur, mais c'est tout à fait normal. J'enregistre quand même la balise. Et voilà, je reviens sur mon écran des balises. Et maintenant, je vais aller éditer celle-là correspondant à Google Analytics. Je clique dessus. Et dans Paramètres avancés, je vais aller chercher Séquençage des balises et cocher cette première case, déclencher une balise avant le déclenchement et lui dire qu'il faut qu'il déclenche Google Optimize avant Google Analytics. Voilà, je clique sur Enregistrer. Et de cette façon, Optimize sera déjà présent avant même le déclenchement de Google Analytics. Et cet ordre des choses est bien important pour bien pouvoir analyser les résultats par la suite. Donc, cliquons sur Envoyer et Publier. On peut ignorer. Et de cette façon, nous avons installé Google Optimize par Tag Manager. Laissez-moi maintenant prendre un petit peu d'avance et vous montrer pourquoi je pense que cette méthode n'est pas la meilleure. Il peut se produire un effet de clignotement lorsqu'on installe Optimize par Google Tag Manager. Et par clignotement, j'entends cette fraction de seconde durant laquelle vous voyez l'élément original de votre site avant de voir la variante. Et comme vous le voyez, c'est assez gênant, surtout si votre A/B testing concerne des éléments en haut de votre page, c'est sûr et certain que vos utilisateurs vont voir ce clignotement. Et ça peut fortement impacter les résultats. Vous ne saurez pas si le comportement des utilisateurs est différent à cause de la variation introduite, ou simplement à cause de ce clignotement. Donc bien heureusement, Google a prévu un remède qu'ils appellent l'extrait anti-clignotement, qui est un autre script, mais celui-là par contre, vous n'avez pas le choix, il doit absolument être situé dans le header de vos pages. Il n'y a pas moyen de le mettre par Google Tag Manager. Donc si vous avez le premier script par Tag Manager et que vous avez du clignotement, il va vous falloir copier celui-là. Je vous mettrai le code dans les ressources et aller le coller tout en haut de votre balise head. Donc une nouvelle fois, on n'a pas le choix, on doit revenir sur notre logiciel de FTP et le mettre ici, en haut de notre balise Google Tag Manager. Vous enregistrez votre page et normalement, vous aurez plus ce problème de clignotement. Donc comme vous le voyez, c'est pas forcément pratique, car pour ma part, j'ai essayé sur beaucoup de sites par Google Tag Manager, et à chaque fois, j'ai eu le problème de clignotement, ce qui m'a forcé à aller éditer le header de chaque site. Et pour moi, ça perd un petit peu de son intérêt, parce que tout l'avantage de Tag Manager est justement de ne pas avoir à passer par le FTP pour changer le header. Donc puisque de toute façon, je dois l'éditer, autant y mettre directement ma balise de script qui marche généralement très bien toute seule. Donc libre à vous de le faire comme ça si vous le voulez, mais pour ma part, je vais revenir ici, reprendre ce script, enlever le script anti-clignotement et mettre le simple script. J'enregistre et que j'oublie pas bien sûr de supprimer ma balise sur Tag Manager, sinon je risque de l'avoir en doublon. Je reviens sur ma balise, je vais aller la supprimer pour éviter le doublon. Alors oui, il ne me laisse pas le faire parce qu'il y a une référence dans cette balise Google Analytics que je dois d'abord défaire. Donc on va aller ici dans le séquençage et décocher cette case, enregistrer. Et maintenant je devrais pouvoir supprimer Google Optimize. Supprimer. Voilà, maintenant ça a marché et j'envoie. Je publie. Et c'est bon. Je n'ai plus ma balise par Tag Manager, je l'ai uniquement dans le header. Voyons maintenant comment créer des nouveaux comptes, des nouveaux conteneurs et comment y ajouter des utilisateurs. Un peu d'explication sur tout ce vocabulaire avant de commencer. Un compte Google Optimize est composé de conteneurs qui eux-mêmes contiennent des expériences. Chaque conteneur a un identifiant unique, donc la chose la plus simple est de définir un conteneur par site web et de lui donner le nom du site. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais renommer mon conteneur qui s'appelle mon conteneur pour l'appeler digitaldataschool.com. Je clique ici et là je l'appelle digitaldataschool.com, nom de mon site. Je clique sur enregistrer
Et voilà, c'est fait. Je peux cliquer ici. C'est pas encore affiché là, mais si je vais sur la home page, ça sera fait. Voilà, mon conteneur s'appelle désormais digitaldataschool.com. Et comme vous le voyez, ce conteneur fait partie d'un compte qui s'appelle Mon compte, que je vais également aller renommer en cliquant là. Et je vais l'appeler par exemple Mes sites perso. Ce qui me permettrait par exemple de faire la différence avec les sites de mes clients. Je clique sur Enregistrer. Et voilà, maintenant j'ai un compte qui s'appelle Mes sites perso, dans lequel j'ai un conteneur correspondant à mon site digitaldataschool.com. Si je veux créer un deuxième conteneur pour un deuxième site, il va falloir que j'aille cliquer ici. Imaginons par exemple que je veux créer ce conteneur pour mon site vivelapub.fr. Je vais mettre le nom du site, cliquer sur Créer. Et voilà, le conteneur pour vivelapub.fr est créé. Et comme vous le voyez, il a un ID de conteneur différent du premier. Donc faites attention lorsque vous insérez le script à ne pas vous tromper et bien mettre le bon ID. Si maintenant je veux créer un autre compte, par exemple pour les sites de mes clients, je vais cliquer sur Créer un compte et je vais lui donner le nom Les sites de mes clients. Une nouvelle fois, il faut lui dire où est-ce qu'on se trouve. Je vais mettre France et il faut accepter ces trois conditions avant de créer le compte. Je clique sur Suivant. Il va me demander d'ajouter le premier conteneur au compte. Donc c'est là que je mettrai le site de mon client. Je vais mettre par exemple site client 1 et je clique sur Créer. Je retourne sur la page d'accueil. Et là, vous voyez maintenant mes deux comptes. Le compte pour mes sites clients et le compte pour mes sites perso. Celui-là contient un conteneur et celui-là en contient deux pour mes deux sites. Voyons maintenant comment ajouter des utilisateurs au niveau des conteneurs et au niveau des comptes. Au niveau du compte, c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur le bouton « Gérer les utilisateurs ». Et là, vous vous trouvez en tant qu'administrateur, bien sûr, et pour ajouter des nouveaux utilisateurs, allez cliquer ici sur le plus bleu « Ajouter des utilisateurs » et entrez l'adresse email de la personne à qui vous voulez donner l'accès. Alors mettons par exemple cette adresse email. Et vous voyez par ici que par défaut votre utilisateur ne peut que consulter les informations du compte. Il n'a aucun droit de regard sur les conteneurs, mais vous pouvez le faire administrateur. Et là vous voyez ça a déjà changé ses permissions. Il peut maintenant lire les conteneurs, mais on peut aussi aller plus loin. Cliquez là et lui donner plus de permissions. Donc en plus de lire, on peut lui autoriser les modifications. Avec ça, l'utilisateur sera capable de créer des tests, mais par contre, il ne sera pas capable de les publier. Donc les tests resteront dans un état de brouillon. Pour qu'il puisse les publier, cliquez ici sur Publier. Et maintenant, votre utilisateur aura tous les droits sur ce conteneur. On clique sur OK. Donc on peut soit faire ça manuellement pour chacun des conteneurs, ou le faire sur tous d'un seul coup, en cliquant sur Tout définir ici. Et là, mon utilisateur aura tous les droits sur tous les conteneurs. OK. Et il ne me reste plus qu'à l'inviter en cliquant sur ce bouton. Voilà, l'invitation est partie. Comme vous le voyez, il est en attente de validation. Une fois que l'utilisateur aura accepté l'invitation, il pourra avoir accès à tout ce qui se trouve sur ce compte et faire des expériences par lui-même. Voyons maintenant comment faire cela non pas au niveau du compte, mais au niveau du conteneur. Alors encore une fois, c'est pas très compliqué, on revient sur notre page d'accueil, et là, au lieu de cliquer ici, on va aller cliquer sur ces trois petits points du conteneur, et là, cliquer sur Gérer les utilisateurs ici. On y verra bien sûr l'utilisateur que j'ai ajouté précédemment au niveau du compte, sauf qu'ici, comme vous le voyez, c'est au niveau du conteneur que je vais ajouter un utilisateur. En cliquant sur ce plus bleu, Ajouter des utilisateurs, et c'est la même chose que tout à l'heure, j'entre l'email de mon utilisateur, et je sélectionne les droits que je veux lui donner. Donc, par exemple, celui-là, je vais juste lui donner le droit de modifier, mais pas de publier. Donc je l'invite. Et voilà, au niveau de ce conteneur, en plus de moi-même, j'ai également deux autres utilisateurs, un qui peut créer des expériences, et le second qui peut les créer et même les publier. Dernière chose maintenant, revenons sur la home page, et regardez ce que je vois tout en haut, invitation du compte. Donc c'est par ici que je verrai toutes les invitations qui m'ont été envoyées. Donc là par exemple je vois que j'ai une invitation en attente.
Je vois que quelqu'un m'a invité à accéder à son compte et je peux cliquer sur accepter par ici. Voilà, j'ai accepté l'invitation et je vois d'ailleurs ici le troisième compte sur lequel je suis un invité. Il est temps de nous lancer dans nos expériences. On va commencer par quelque chose de très simple et monter en complexité progressivement. Voilà ce qu'on va faire pour notre première expérience. On va tester l'impact de ce texte sur le temps moyen des sessions d'utilisateurs. Ce texte vient d'une extension permettant de lister des articles similaires en bas de page de vos articles, ce qui est utile pour que vos visiteurs restent plus longtemps sur votre site. Et en général, ce texte est assez générique. Vous voyez ici, il est écrit « article similaire », ce qui n'est pas très créatif. On va voir ce qui se passe si on crée une variante de ce texte qui, à la place de dire « article similaire », va dire « ces articles vont également vous intéresser ». Laquelle de ces deux versions aura le meilleur temps moyen par session? L'original ou la variante? À votre avis? Allons créer cette expérience et on verra ensuite. Donc me voici de nouveau sur ma page d'accueil. Je vais créer mon expérience dans le conteneur Digital Data School et je vais cliquer ici pour créer ma première expérience. On va l'appeler article similaire. Et maintenant, il nous demande de définir une page d'édition. Qu'est-ce que c'est? C'est la page qu'on va utiliser pour définir les différences entre l'original et les variantes. Dans mon cas, je vais prendre cette page-là, qui est une des pages de mes articles. Maintenant, il me demande quel type d'expérience je souhaite créer. On va rester sur le simple test AB, qui est la chose la plus simple, et on verra la suite dans les expériences suivantes. Voilà, maintenant je clique sur Créer. Et voici la page de mon expérience qui s'appelle Article similaire. Vous voyez d'ailleurs que je peux la renommer par ici avec le crayon. Cette expérience est créée en tant que brouillon. Vous voyez que j'ai 5 différentes étapes et 4 choses à faire avant de cliquer sur le bouton Démarrer. On va les prendre les unes après les autres, à commencer par la création des variantes, qui est ce qu'on a juste ici. Allons-y, commençons, on clique sur le bouton Ajouter une variante. Donc mon test va être très simple, j'aurai juste la version originale et une variante que je vais appeler « Ces articles vont également vous intéresser ». Allons-y. Ces articles vont également vous intéresser. OK. Ça y est, ma variante est créée. Vous voyez que j'ai la variante d'origine et la variante « Ces articles vont également vous intéresser ». Alors par défaut, la pondération est répartie également, 50% pour chacune. Si j'ajoute une troisième variante, on passera à 33% pour chacune. Mais si je veux, je peux changer ce ratio. Par exemple, pour mettre 80% sur celle-là. Alors pour faire ça, il va falloir que j'aille ici, que j'enlève uniformément pour mettre pourcentage personnalisé. Et là, je pourrais mettre maintenant mon 80%. Et automatiquement, celui-là bascule sur 20%, puisqu'on veut arriver à un total de 100% des expériences. Et je peux cliquer sur OK. Donc voilà comment on fait pour avoir une pondération différente. Alors moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans ce cas, donc je vais revenir sur une pondération uniforme et cliquer sur OK. 50-50. Alors, ce qu'il va me falloir faire maintenant, c'est aller sur Modifier et montrer à Optimize quelle est la différence que je veux introduire. Donc, comme vous le voyez, il m'a chargé ma page avec tout un tas d'éléments annexes. Et ça ressemble un petit peu à la console de Google Chrome. Vous passez la souris sur différents éléments et il vous indique quel type d'élément c'est, ainsi que quel type de balise, comme vous le voyez en gris ici. Alors, le changement que je vais introduire se situe tout en bas de mon article, ici. Article similaire, je passe simplement la souris dessus, je clique dessus, et là regardez par ici ce qui se passe. Dans cette nodale, j'ai pas mal de choses, dont un bouton modifier l'élément. Par curiosité, on peut aller voir tout le reste, qu'on va pas appliquer dans cette expérience mais dans les suivantes. Vous voyez qu'on a pas mal d'options touchant au style de ce texte, comme la famille, la taille du texte, le fait que ce soit gras, l'alignement, les couleurs, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Mais pour notre part, on va faire quelque chose de tout simple, on va juste aller sur modifier l'élément, et on va faire modifier le texte, puisque c'est l'unique chose qu'on va faire dans cette expérience. Donc on va se placer ici, et c'est là qu'on va écrire « Ces articles vont également vous intéresser ». Donc voilà notre changement, on clique sur OK. Vous voyez que le changement a été pris en compte. On peut fermer ça maintenant, et on peut l'enregistrer. Comme vous voyez, ça m'affiche ici une modification. Je peux cliquer dessus si je souhaite revenir dessus. Par exemple, si je vois que j'avais fait une faute d'orthographe, je vais sur les 3 petits points et je peux faire modifier et changer le texte par ici. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre modification, on clique sur enregistrer. OK.
Et nous voici de retour sur la page de l'expérience. Vous voyez qu'on a toujours moyen de cliquer à nouveau sur modifier si on veut revenir dessus plus tard, et ainsi changer à nouveau notre variante. Vous pouvez également quitter ce mode d'édition sans enregistrer en cliquant sur cette flèche tout simplement. Et ça vous ramènera sur la page de l'expérience. Voilà, notre variante a été créée. Si on voulait, on pourrait en ajouter d'autres par ici. On pourrait également se servir de ces 3 petits points pour en créer une copie, ce qui est utile au lieu de recommencer de zéro. Mais dans notre cas, c'est pas la peine, on va rester sur ces 2 versions, et on va passer maintenant aux règles de ciblage qui se trouvent ici. Alors par règle de ciblage, Google Optimize vous demande quelles sont les conditions pour exécuter l'expérience sur votre site. Et par défaut, vous voyez qu'il a mis la condition d'avoir l'URL qui correspond à l'URL de ma page d'édition qui se trouve là. Mais bon, moi je veux pas faire ça. Je veux que l'expérience ait lieu sur toutes mes pages d'articles. Donc je vais aller modifier cette règle. Alors ici, on va laisser sur URL, mais on va faire une condition qui englobe tout. Donc on va faire URL contient, et au lieu de mettre tout ça, on va juste mettre un slash que toutes mes URL d'articles contiennent. Et on peut d'ailleurs tester notre règle par ici, pour voir si cette règle fonctionne bien avec certaines URL précises. Donc prenons par exemple cette URL, on va lui mettre là, et on va lui dire de vérifier. Et là, j'ai ce petit badge vert qui m'indique que cette règle est vérifiée pour cette URL, et donc l'expérience aura bien lieu sur cette URL. On peut tester avec d'autres articles pour en être bien sûr. Prenons par exemple celui-là. Je prends son URL. On va vérifier à nouveau. Et une nouvelle fois, c'est vérifié. Donc tout est bon, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Donc voilà, j'ai défini ma règle toute simple. Comme vous voyez, on peut faire plus complexe avec certaines conditions. Mais encore une fois, on va rester simple pour le moment. Passons à la suite. La description vous permet de donner un petit peu de contexte à votre expérience, ce qui peut être utile si vous la partagez avec différentes personnes. Et donc je vais décrire un petit peu ici ce que je suis en train de faire. Par exemple, allons-y par test sur l'impact des mots pour mes articles similaires. Je clique sur OK. Maintenant, on arrive à mesurer objectif. Il nous faut associer l'expérience à Google Analytics. Très important. Donc je clique sur Associer Analytics et je vais aller sélectionner ma propriété Google Analytics. Donc bien sûr, il faut que j'aille sélectionner celle correspondant au site que je suis en train de tester. Donc celle-ci, digitaldataschool.com. Et si vous avez différentes vues, il faut sélectionner la bonne. Dans mon cas, je n'ai que celle-là. Donc je clique sur Associer. Passons maintenant aux objectifs. Dans l'objectif, vous allez dire à Optimize qu'est-ce que vous souhaitez mesurer. Et comme on l'a dit, dans notre cas, on cherche à savoir quel est l'impact de cette phrase sur le temps moyen des sessions de mes visiteurs. Donc, je vais aller ajouter un objectif principal qui va être, alors allons dans Choisir dans la liste. Et là, vous le voyez, dans la liste, j'en ai que 3, mais c'est suffisant parce que c'est celui-là que je veux, la durée de la session. Je clique dessus. Et voilà, c'est tout. Je ne vais pas ajouter d'objectif supplémentaire, on va se contenter de la durée de la session. Et finalement, nous arrivons à la section des paramètres. Il me demande de vérifier l'installation d'Optimize. Donc normalement, si vous avez bien installé le script, il ne devrait pas y avoir de problème. On va cliquer sur Vérifier l'installation. Il va vous ouvrir votre page d'édition. Et après quelques instants, vous aurez une pop-up qui vous affiche l'état de l'installation. Donc ici, tout est bon, il n'y a pas de problème. On peut retourner à l'expérience. Donc si vous n'avez pas ce message-là, il vous indiquera quelle est l'erreur. Et en général, c'est soit que Google Analytics n'est pas installé sur votre site, soit que le script d'Optimize n'y est pas. J'ai déjà vu certains cas rares aussi où tout était bien installé et j'avais quand même le message d'erreur. Ça peut se passer et c'est pas bien grave, car dans ces cas, vos expériences fonctionneront quand même bien. Mais si ça vous arrive, allez quand même vérifier que vous avez tout bien fait. Bon, pour ma part, je clique maintenant sur Retour à l'expérience. Et voilà, on est de retour sur la page de l'expérience, et comme vous le voyez, maintenant j'ai le petit badge vert sur l'installation d'Optimize qui a été vérifié sans erreur. Il nous reste 3 options, celle-là pour recevoir des notifications par email, qu'on va laisser sur Inactive, la répartition du trafic, qui par défaut est sur 100%, mais qu'on pourrait customiser si on veut moins, et l'événement d'activation, qui par défaut va être au chargement de la page. Donc ça aussi on va le laisser comme ça. On va remonter tout en haut. Donc je suis encore en état de brouillon, mais comme vous le voyez, on est prêt à démarrer, tous les feux sont au vert, on peut soit démarrer tout de suite, soit programmer le démarrage en cliquant ici. On pourra choisir le jour et l'heure de début et le jour et l'heure de fin. Pour ma part, je ne vais pas le faire, c'est pas la peine, je vais démarrer l'expérience tout de suite.
Allons-y, cliquons sur démarrer. On va décocher les notifications et cliquer sur démarrer. Ça y est, notre expérience a démarré. Vous voyez que le thème a changé. Et d'ailleurs, ici aussi, j'ai des changements. Je peux lui demander de prévisualiser ma variante en cliquant ici. Et là, il vous propose d'avoir un aperçu soit pour desktop, soit pour tablette, soit pour mobile. Allons-y pour desktop, aperçu sur le web. Et là, on devrait retrouver notre variante. Donc voilà, je retombe sur ma page. Et si je descends tout en bas, je devrais voir mon texte avec la variante. Et effectivement, la voici. Ces articles vont également vous intéresser. Donc voilà comment créer votre première expérience. Comme vous le voyez, j'ai toujours l'option de l'éditer, même en cours de route. Mais si vous cliquez sur éditer, vous verrez qu'Optimize vous déconseille fortement d'éditer l'expérience en cours de route. Et vous recommande plutôt de terminer l'expérience et de la copier. Et ça peut se comprendre pourquoi il vous dit ça. Si vous éditez l'expérience en cours de route, vous pouvez ajouter des nouveaux paramètres qui vont fausser vos résultats précédents. Et du coup, fausser entièrement votre expérience et vos résultats. Donc faites bien attention si vous souhaitez éditer une expérience en cours de route. Passons maintenant aux résultats. Comme vous le voyez ici, une fois que vous aurez créé votre expérience, vous aurez un onglet Création de rapport. En cliquant dessus, après quelques heures voire quelques jours, vous aurez des données qui commencent à s'afficher. Alors pour ma part, comme je viens de créer l'expérience, j'ai rien du tout. Mais je vais vous montrer ce que donne cette expérience sur un autre site avec un grand échantillon de sessions enregistrées. Regardez donc par ici. Je suis sur un site sur lequel j'ai lancé cette expérience il y a 7 jours et qui a déjà collecté 36 000 sessions. Et si on descend un petit peu, on verra ce tableau de données qui est la chose la plus intéressante de notre expérience. On voit ici quelle est la répartition des sessions entre la variante d'origine et celle qu'on a créée. Et contrairement à l'expérience qu'on a mis en place, ces deux-là sont par contre inversés. La variante d'origine est celle qui dit « ces articles vont également vous intéresser » et celle qu'on a créée dit simplement « articles similaires ». J'ai fait en quelque sorte cette expérience pour prouver que articles similaires avaient des moins bons résultats que « ces articles vont également vous intéresser ». Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs par ici. Pour le texte qui dit « ces articles vont également vous intéresser », la durée moyenne des sessions est de 2 minutes 3 secondes. Et pour les articles similaires, 1 minute 59. Donc la différence est vraiment pas énorme, mais au vu du très grand nombre de sessions, Google Optimize est quand même très sûr de lui pour afficher que cette version a 88% de chance d'être la meilleure. Ne me demandez pas comment c'est calculé, ça doit être un calcul assez savant prenant en compte les différences ainsi que le nombre de sessions, mais la probabilité est quand même très forte. Dernier point intéressant sur lequel j'aimerais insister, c'est la nécessité d'avoir un échantillon de sessions assez grand. Parce que comme vous le voyez sur les premiers jours de mon expérience, avec assez peu de données, j'avais des écarts assez grands entre les deux versions. Et d'ailleurs, c'était la version qui disait articles similaires qui avait des résultats assez significativement supérieurs. Et comme vous voyez, au fur et à mesure des jours, le nombre de sessions grandissant, ces différences se sont atténuées, se sont même inversées, et depuis quelques jours se sont vraiment très bien stabilisées. Donc vous voyez bien là toute l'importance d'avoir des échantillons assez grands, ou faute d'échantillons assez grands, laisser l'expérience courir sur assez longtemps pour enregistrer beaucoup de sessions. Quant à moi, cette expérience me permet d'affirmer en me basant sur des données qu'il faut mieux dire « ces articles vont également vous intéresser » plutôt que simplement « articles similaires ». Et qu'en ayant ce texte, on a 88% de chances que nos visiteurs restent plus longtemps. Alors faites bien attention à une chose, ce n'est pas une vérité absolue, chaque site est unique. Et chaque audience est unique. Donc si vous faites cette expérience sur votre site, vous pourrez avoir un résultat totalement différent. Mais le plus important, c'est de savoir ce qui marche mieux pour vous. Donc faites cette expérience sur votre site, avec votre audience et tirez-en les conclusions. Voilà, j'espère que cette formation express vous a plu. N'hésitez pas à commander la version intégrale de cette formation. Le lien est dans la description. Vous y trouverez 1 heure de contenu exclusif avec d'autres types d'expériences concrètes et les analyses des résultats. Et si le sujet de l'A/B testing vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le sujet. À bientôt!